Ouais, ça y est. Hop, partage d'écran. Personne ne s'est connecté. Ouais, je pense que ça va mettre un peu de temps. Et j'essaye de mettre le PDF dans une page Google. Tu mets PDF? Ouais, dans la page Google. Pas qu'il m'embête. Yes. Hop. Comme ça, voilà. On est bien comme ça, non? Je vois rien. Tu vois pas mon partage écran? Ah si, ça vient d'arriver. Attends, je peux pas le mettre en mode présentation, je fais comment? Sinon, je partageais mon écran en direct, mais je verrai personne. Tu peux cacher la partie à gauche, les pages. Comme ça. Ah, voilà. Mhm. Je sais pas comment on peut voir en effet que les gens se joignent à nous. Ah, bonjour. Je vois plein de bonjours qui arrivent. On voit bien. Merci. C'est notre première, donc ça se voit qu'on galère, je pense. Bonjour Ophélie. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Et tous ceux que je ne connais pas. On démarre. Il est l'heure. Je pense que ça fera venir chacune des personnes à nous. Écoutez, je vais commencer par introduire le sujet. Déjà, merci pour votre participation. On avait du monde qui souhaitaient participer, donc j'espère qu'il y en aura tout autant qui seront là parmi nous aujourd'hui. Évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay, donc vous aurez accès évidemment à la vidéo en sortie. Et donc on est là aujourd'hui avec Najib, que je vais laisser se présenter dans un instant, pour vous parler des nouveautés, et notamment de ITIL version 5 qui est arrivé, qui fait un petit peu de bruit tout de même dans l'écosystème. Quand on parle de nouveautés, évidemment, c'est un grand mot parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont réutilisées des versions précédentes qui étaient déjà très bien. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre notre activité, vous savez que j'apprécie le modèle, et que ça apporte beaucoup de choses, donc des évolutions, et c'est surtout des évolutions qu'on souhaite vous parler, qu'on souhaite évoquer aujourd'hui avec vous. Najib, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Oui, donc, bonjour à tous. Et Najib Aïtamoudi, donc expert ITSM, IT stratégie chez Keops Conseil depuis
pratiquement un an. Je suis ravi de partager avec vous donc les nouveautés de la nouvelle version ITIL. On va voir ensemble, comme Quentin l'a dit, toutes les nouveautés et les implications de cette nouvelle version. Alors, pour rappel, ça fait 20 ans d'expérience, j'ai 20 ans d'expérience dans la stratégie, dans les transformations les programmes de transformation des DSI, notamment dans la mise en œuvre de modèles opérationnels ou modèles PPM. Voilà, je pense que... Vas-y, je te signe, pardon, Najib. Non, c'était tout. Très bien. Et donc, Najim est notre monsieur ITIL, ITSM, master de la version 3, 4, je ne sais pas combien de personnes tu as dû former au sujet, mais maintenant, j'imagine un paquet, Najib. Donc voilà, je ne pouvais pas venir aujourd'hui sans lui, parce que Najib en parle mieux que moi de toute la partie d'ITIL, évidemment. Et donc, écoutez, ce webinaire, il rentre évidemment en compte, on va dire, dans notre activité de formation. On a été cabinet de conseil pendant un paquet d'années, et puis maintenant on est organisme de formation accrédité Calliope, mais surtout accrédité PeopleCert, pour être capable de délivrer ITIL, Prince2 et DevOps DevSecOps, mais on l'a pas affiché ici. Mais voilà, globalement, c'est dans le cadre de cette activité-là qu'on souhaitait évidemment vous partager 2-3 petites choses. Et allez, j'enchaîne. Donc en termes de sommaire aujourd'hui, on va parler déjà de pourquoi ITIL. On va expliquer un petit peu l'évolution d'ITIL à travers le temps et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la version 5. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans ITIL depuis ITIL version 4 et à la version 5 dont on est aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà peut-être reçu les documents de formation et qui ont vu passer des choses directement à l'intérieur des slides ou même des documents PDF, on a encore les schémas d'ITIL 4 qui donc n'est pas révolutionné de A à Z, mais on trouve bien des documents qui sont réutilisés, des schémas qui sont réutilisés évidemment de la version 4. La version 5, comme la précédente, n'avait pas vocation à éclipser la version précédente. Évidemment, ITIL 3 est toujours important, ITIL 4 toujours important, et la version 5 n'est qu'une actualisation de où est-ce qu'on est aujourd'hui l'écosystème de la tech, de l'IT, dans nos organisations. On va ensuite parler de l'activité et remaniement dans la nouvelle version. Donc là, on va aller chercher justement les petites nouveautés. On a globalement 3 nouveautés sur lesquelles qu'on veut évoquer aujourd'hui. Alors 2 où j'irai très vite. J'irai très vite sur la partie IA Governance et AI Governance et Enterprise Service Management. Et par contre, il y a un sujet sur lequel on veut vraiment échanger aujourd'hui avec vous et vous partager, c'est toute la partie Product and Services Lifecycle, qui est la nouveauté, si je puis dire, même si on sait bien que toutes nos organisations sont bien plus orientées produits qu'elles ne l'étaient à une époque, mais vraiment cette introduction, cette réflexion autour du produit, comment est-ce que ça se met en place dans nos organisations, comment ça s'inscrit dans nos modèles opérationnels, etc. Et on fera ensuite un tour rapide de quid de la certification ITIL avec la version 5 donc actuellement, qui rebalaye pas mal de cartes. Et puis, on va parler de comment passer de ITIL 4 à ITIL 5. Il y a, voilà, pour ceux qui aiment bien avoir les badges, j'en profite pour rappeler que ITIL Fondation, vous n'avez fait que 5% du boulot si vous vous arrêtez là. Donc, vous n'êtes pas ITIL, enfin, pas très ITIL, on va dire, en termes de formation. Si vous arrêtez à la Foundation, allez chercher le niveau du dessus. C'est là où vraiment se trouve la valeur. Et on parlera un peu du passage de ITIL 4, ITIL 5. Je vous parlerai un petit peu de mon passage justement parce que j'ai des choses à refaire valider. Ça permettra peut-être de donner un exemple et donner un peu de grain à moudre pour ceux qui se posent des questions. Et ensuite, évidemment, on laissera un temps de questions-réponses. Allez, je te laisse enchaîner. Oui, donc comme tu l'as déjà évoqué, donc ITIL 3 est toujours valable. D'ailleurs, ITIL est valable. C'est un modèle très puissant, un référentiel qui couvre tous les cycles de vie d'un service, passant de la stratégie vers l'exploitation.
Mais PeopleCert a senti que c'était utile d'actualiser la version, d'actualiser plutôt les perspectives de compréhension de ce référentiel. Parce que c'est un référentiel doté de 34 pratiques, donc c'est gros. L'idée ici, c'est de faciliter la lecture de la nouvelle version. Alors par rapport à la 4, par rapport à la 3, etc. Donc la 3 reste valide dans le sens où on a mis le doigt sur des cycles de vie de gestion, passant de la stratégie à l'exploitation et l'amélioration continue. La version 5, elle va juste reprendre et améliorer cette compréhension. Les inducteurs de cette version sont l'évolution technologique. Donc, l'idée, c'est d'être toujours actualisé par rapport aux pratiques numériques, aux pratiques de transformation. On a aussi donc la prolifération des modèles orientés produits, d'où la nécessité de remettre le produit devant de la scène. Alors, c'était pas que la 4 ne l'avait pas, c'était plus implicite parce qu'un service a toujours besoin d'un produit ou un ensemble de produits numériques, technologiques, pour que le service fonctionne. Donc, c'était implicite dans la 4, on en parlait très bien au niveau de la 3, mettant un tout petit peu le service en avant parce que c'était la finalité. Cette fois-ci, PeopleCert remet le produit devant de la scène, dans le référentiel, avec des pratiques spécifiques telles que, ces pratiques qui sont similaires aux pratiques, les modèles d'intégration de l'agilité, du DevOps et du Lean. Les défis, c'est le développement de la technologie numérique qui a favorisé beaucoup de spécialités. Donc on a dans l'écosystème, on n'a pas que des fournisseurs de services, on a aussi des vendeurs de produits, des éditeurs, des DSI qui produisent, qui font des développements logiciels. Donc à ce moment-là, on est dans des orientations produits qui, au final, ont bien ou s'intègrent dans un écosystème de services. L'autre défi, c'est bien sûr la vitesse à laquelle la technologie va avoir un impact sur les modèles opérationnels. Donc, PeopleCert a introduit des modèles flexibles, de sorte à ce qu'ils puissent être tout le temps adaptés à la vélocité des changements de notre environnement technologique. Slide suivant, si tu veux. Oui. Et puis, si on voit bien, l'évolution de ITIL, depuis le début, a évolué dans sa philosophie. Tout au début, c'était une nécessité d'avoir la maîtrise et la gestion de la technologie. Avant, avec un peu de maturité, rappelons-le, ITIL 1 était propriétaire, il appartenait au gouvernement, à la couronne britannique. En 2001, ITIL 2 est sorti, est devenu une version universelle, accessible par tous. Donc la connaissance a été démocratisée avec l'emphase, un focus sur le fournisseur de services IT. En version 3, la nécessité de garder toujours tout ce qui a été fait au passé a été gardé et fait évoluer avec une autre perspective. La nouvelle perspective est plutôt orientée vers l'externalisation de services. Donc, un fournisseur de services soutenu par ses partenaires. En 4, on a mis l'emphase sur l'intégration des technologies numériques au métier. C'est la fameuse collaboration business-IT. Et la 5 garde toujours cette philosophie, donc toutes les philosophies précédentes, et apporte une nouvelle perspective, met l'emphase sur l'orientation d'un modèle de service et un modèle de produit. Derrière, il y a bien de la conduite de changement, parce que c'est important de savoir que quand on implémente ITIL, le mot est un peu pas approprié, mais quand on voudrait mettre en place des pratiques ITIL, ça se fait à travers une transformation. Et une transformation nécessite forcément de transformer les pratiques internes d'une DSI. Voilà, je pense que je vais te laisser poursuivre, Quentin. Oui, tout à fait.
Désolé pour ceux qui m'entendent taper en même temps. Je sais pas comment écrire, je sais pas comment vous partager des éléments. Il y a des choses que je voudrais écrire, mais que je peux pas. Je reviens sur la partie, sur ce que vient de dire à l'instant Najib, hein, sur la partie transformation. ITIL, ce sont des process. C'est pas un produit, c'est pas un outil de ticketing. Hein, c'est en rien d'ailleurs un outil de ticketing. Ce serait comment dire, mettre vraiment de côté toute la capacité que peut porter et que peut amener ITIL globalement. Donc, ce sont des process. Et donc, qui dit processus, dit transformation, nécessairement, des usages et de la manière de fonctionner des collaborateurs de l'organisation. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois où on nous contacte pour mettre en place des outils. Et mettre en place un outil ITSM, ça n'apporte rien à une DSI. Vous pouvez le faire avec n'importe quel éditeur qui vous poussera quelques jours d'intégration. C'est pas là qu'est la valeur. La véritable valeur, elle est quand on commence vraiment à s'organiser autour des grands processus, à importer justement la réflexion autour du service, la réflexion autour du produit, et qu'on est capable justement de mettre en orchestre l'ensemble des métiers de la DSI. Donc voilà, c'était pour revenir sur cette partie-ci. Et donc, ce que vous voyez aller à l'écran, c'est ce qui n'a pas changé depuis ITIL 4. Globalement, ce qui reste valable par rapport à ce qu'on connaissait déjà, c'était les 7 principes directeurs. Pardon. Les 7 principes directeurs, je ne sais pas si je dois les rappeler, je pense qu'ils ont été utilisés, réutilisés dans tous les sens ces dernières années, mais globalement, voilà, ça rembarque tous les enjeux d'agilité, tous les enjeux de Lean, de la réflexion autour du DevOps avec tout ce qui est optimisation et automatisation. L'agilité, elle est portée par tout ce qui est valeur, donc le premier en bas à gauche, tout ce qui est porté pour la vision holistique, la collaboration, et tout ce qui est simplicité, rester pragmatique, commencer de là où on en est. Tout ça, c'est des principes tout ça sont des principes de Lean Management, donc largement embarqués évidemment dans les travaux de chacun. Donc je ne vais pas revenir particulièrement dessus. Ensuite, on garde toujours les 4 dimensions. Les 4 dimensions de gestion des services, nous, on les utilise énormément. Ça fait partie, il y a toujours des grands modèles comme ça sur lesquels, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, j'aime bien revenir toujours sur des modèles un petit peu, reprendre la big picture et me reposer sur les grands modèles, parce que ça permet de bien cadencer, on va dire, la pensée et comment on s'organise au quotidien. Donc, les 4 dimensions qui sont extrêmement importantes, organisation et personne, information et technologie, flux de valeur et processus, et partenaires et fournisseurs. Nous, par exemple, quand on fait des transformations de modèles opérationnels, on aime bien utiliser ce modèle-là, parce qu'il permet de cadrer, tout le monde le connaît un petit peu, ça permet un peu de cadrer la pensée, et ça permet aussi de présenter les choses de manière un peu intéressante. Alors, on joue un petit peu, nous, avec les différentes cases, ça va être organisation et personne, donc dans le cadre de la refonte d'un modèle opérationnel, organisation, quid de votre organisation, comment est-ce que vous gérez, quels sont les rôles et responsabilités, comment est-ce que les personnes, elles s'inscrivent dans cet exercice-là. Ensuite, on passe à tout ce qui est processus et flux de valeur. Donc là, on rentre dans chacun des processus, macro-processus, processus de niveau 2. On rentre un peu dans le détail. Comment est-ce que se recrée l'ensemble des corps de métier autour de cela? Comment est prodigué derrière, comment sont construits derrière les livrables? Et donc, qui dit livrable dit outillage. Et donc, en fait, la partie 2, on le met en numéro 3. Et à ce moment-là, on dit, outil, ça va être la technologie, et l'information, c'est ce qu'on appelle le modèle d'information. Quelles vont être un peu les informations qui sont importantes dans la construction de de nos livrables in fine. Donc, par exemple, mon incident, quelles sont les caractéristiques qui le définissent, quelles sont les informations qui vont graviter entre les différents corps de métier pour qu'on soit capable de résoudre l'incident en bonne et due forme. Donc voilà, donc on joue nous un peu ça avec ces modèles-ci. À la fin, le 4e élément qu'on va afficher, ça va être partenaires et fournisseurs. Et donc là, ça va être contrat de service. Avec quel éditeur vous vous lancez? Quels sont peut-être les intégrateurs qui gravitent autour de vous? Quelles sont peut-être les structures d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui gravitent autour de nous, type par exemple Keops ou n'importe quel autre cabinet de conseil qui vient justement s'insérer dans l'écosystème et travailler avec vous. Et donc les nouveautés, et puis on va y revenir, les nouveautés, elles sont autour de la value chain, la chaîne de valeur. On va y revenir parce qu'on l'a reprise en français, etc. On l'a un peu reconstruite, on l'a traduite, et on commence déjà, nous, à pas mal l'utiliser parce qu'on la trouve très, très sympa.
Donc, la grande nouveauté, en effet, ça va être la chaîne, la value chain, la chaîne de valeur. Donc là, ce que vous voyez sur la partie gauche, en fait, c'est anciennement la SVS, pardon, la système, la service le service value system, ouais, c'est ça, service value system, SVS, donc qui a été un peu reconstruit. Et vous savez, avant, on avait un espèce de cube qui représentait un petit peu les différentes phases, hein, et là, ils l'ont construit différemment. C'est-à-dire que cet ancien cube, hein, avec comment est-ce qu'on construisait, on délivrait, comment est-ce qu'on supportait, on opérait, etc., a été un peu restructuré avec les différentes briques que vous voyez ici. Donc ça démarre avec Discover, Design, Acquire, Build, Transition, Operate, Deliver and Support. Et donc là, c'est globalement toute votre partie Product and Service qui est vraiment représentée autour de ces 8 items. Et comme vous le voyez, tel que c'est affiché, on a donc ces 8 systèmes qui sont les uns après les autres. On peut avoir une value stream qui avance depuis Discover et qui tout doucement avance parfaitement jusqu'à Support, hein, et puis on déroule. Comme on peut en avoir une qui part finalement dans tous les sens, c'est celle qui est en rouge, où finalement on avance, on revient en arrière, on repart en avant pour revenir en arrière, etc. Et en fait, ça, globalement, c'est la vie du produit, la vie du produit tel qu'on le connaît. Ce que j'aime bien dire, moi, généralement, c'est que la DSI parfaite, hein, c'est l'éditeur de logiciels. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est passé à l'échelle de manière extraordinaire, qui est supporté parfaitement, et la moindre fonctionnalité qui est mise en production, ça veut dire communication, customer success management, de l'accompagnement, de la commercialisation derrière adossé à ça. En fait, c'est des modèles qui sont extrêmement inspirants. Aujourd'hui, c'est là où je vais récupérer un petit peu toutes les inspirations que je peux apporter dans les modèles opérationnels que je délivre ou que l'équipe délivre. Mais je reprends toujours un peu cette réflexion produit parce que pour moi, c'est le modèle à peu près parfait. Donc, évidemment, quand on est une DSI, on n'a pas besoin de passer à l'échelle de la même manière que le fait un éditeur de logiciel. Pour autant, il y a évidemment des choses à aller chercher dans ces modèles-là qui sont extrêmement intéressants et inspirants. Et donc, vous voyez que derrière, on a l'ensemble des pratiques, il y a des practices, A, B, C, D, E, F, G. Cette partie-ci, ça va être les 34 pratiques qu'a pu citer Najib tout à l'heure, qu'on connaît, dit-il, et on les retrouve avec des petits points qui vont être affichés, donc qui sont affichés pour dire à tel moment, on a par exemple la partie change enablement qui se met en orchestre, qui se met en route, etc. Et vous verrez que dans la version ITIL 5, tout est bien expliqué, chacun des éléments. On a donc la Blue Stream, de Discover, de Design, de Acquire, de Build, etc. Et on a l'ensemble des practices qui s'orchestrent et qui sont mis en exergue avec comment est-ce que ça se déroule. On le voyait un petit peu avec ITIL 4, et là, c'est encore plus boosté, on va dire, sur la version 5. Un petit mot, si tu veux. Je rajoute oui. Avant la slide. Juste avant. En fait, l'autre objectif, comme tu l'as cité, hein, l'idéal d'une DSI parfaite, ce serait qu'elle soit maîtresse du cycle de vie d'un produit. L'idée ici, c'est, puisqu'on sait qu'une DSI parfaite qui serait en mesure de gérer de bout en bout un produit, c'est utopique. On va plutôt s'intéresser à une DSI qui va sous-traiter ses actions, ses activités, d'où l'intérêt du diamant, hein, ce qu'on appelle le modèle de chaîne de valeur, ici à droite de l'écran, où on voit bien des activités clés de gestion de produits et de services qui peuvent être sous-traitées à d'autres prestataires, à d'autres fournisseurs qui vont être dans l'écosystème de cette DSI. Donc la gestion, par exemple, certains produits qui vont être designés par un sous-traitant, ils ne seront pas designés par la DSI, mais donc à partir de là, on va avoir Discover et Design seraient pris en charge par une entreprise, par un sous-traitant, et à partir de Acquire et Build, eh bien la DSI commence son modèle ici. Et on voit bien qu'il y a entre deux modèles différents, un modèle opérationnel, celui du prestataire et celui de la DSI. À un moment donné, ils sont complémentaires, ils se complètent à travers un seul et unique cycle, chaîne de valeur. Et voilà, et donc les autres pratiques, donc les chaînes de valeur que vous avez ici, les activités de la chaîne de valeur,
Si on souhaitait, par exemple, améliorer design ou acquire ou build, eh bien, on ne peut pas le faire directement. Donc, on ne peut pas directement agir sur une activité. Pour l'améliorer, eh bien, la pratique serait d'améliorer la pratique de gestion associée. D'où l'intérêt du mapping que vous avez ici, activité, chaîne de valeur et pratique. Si tu veux, je peux enchaîner la suite. Oui, et je vois dans les commentaires que quelqu'un a parlé de commencer par les besoins avant de parler outils. Je confirme, c'est extrêmement important. Si vous portez une transformation, le but, c'est pas de mettre en place un outil, malgré ce que tous les éditeurs de logiciels voudraient nous faire croire, hein, et voudraient pousser. Évidemment, ça sert, hein, mais malheureusement, en fait, si personne s'en empare, s'il y a aucune adoption des usages, bah, c'est cuit. Donc, on va dire, il y a certains éditeurs de logiciels sont très intéressants sur cette partie-ci parce qu'ils seraient capables de casser un deal, hein, justement pour dire non, non, il est hors de question que vous travaillez comme des manches, et que nous on récupère derrière et qu'on ramasse le caca, excusez-moi du terme, donc du coup il y en a certains qui sont très malins là-dessus et qui le font très bien, et il y en a d'autres qui vont pousser évidemment l'outil envers et contre tout. Et voici Najib. La chaîne de valeur. Donc, si on va zoomer un peu sur les activités de la chaîne de valeur, on va retrouver bien les cycles d'un cycle de vie d'un produit, hein, depuis. Alors, vous connaissez, messieurs, dames, les différents cycles d'un cadre de gestion de projet, hein. On a l'opportunité et les problématiques qui sont pris en charge par la découverte, hein, formuler, expliciter, éclaircir la problématique ou l'opportunité, qui va déclencher la phase suivante, c'est la phase de conception, dans laquelle généralement ceux qui sont bénéficiaires et ceux qui apportent des solutions, eh bien, ils se mettent en atelier, dans lesquels ils vont travailler ensemble pour rédiger, pour synthétiser le besoin sous forme de rapport technico-fonctionnel. Voilà. Et c'est là où la sécurité va intervenir pour s'assurer qu'on est en contrôle de la sécurité, en contrôle donc la DPO pour la partie RGPD, etc. Donc cette phase qu'on a ici, découverte et conception, se font généralement par itération. Hein, c'est ce qu'on reprend aussi donc les deux diamants du design thinking, hein, qui va passer de découverte à d'époque de conception et revenir vers la découverte pour, hein, selon le résultat du POC, eh bien, améliorer la réflexion sur la problématique ou l'opportunité. Ensuite, ce travail, lorsqu'on a atteint un niveau de risque acceptable, un niveau de maturité acceptable, il déclenche un projet ou une initiative, en tout cas un programme, qui va eh bien, se concentrer sur la construction du modèle conçu à travers l'acquisition des différents produits du système et la transition de cette solution au sein des différentes communautés qui vont les consommer. Donc, ceci dit, une fois que c'est fait, une fois que la solution est prête à être mise en production, on va l'exploiter. Donc, il y a une mise en production qui est faite. À ce moment-là, on peut imaginer qu'une mise en production soit faite par une partie tiers, un sous-traitant, une presta, ou un éditeur, hein, dans un environnement cloud managé. Et donc, l'activité exploitation est à distinguer de l'activité livraison qui, elle, est plutôt focus sur la mise en service et donc la consommation du service. Donc, il y a bien deux phases clés à l'issue d'un programme ou d'un projet, ou pendant le programme, parce qu'on peut en avoir, on peut exploiter durant le programme, il inclut les phases projet et les phases d'exploitation. Et en support aux deux phases, on a la brique support. Comme vous le savez tous, en fait, dans l'exploitation, on apporte le support aussi bien au niveau production qu'au niveau de consommation de la service. Donc on est bien dans un modèle complet, de bout en bout, hein, la chaîne de valeur qui inclut le build et le run. Et bien rendu, chaque activité que vous avez en dessous est soutenue par un écosystème de pratiques. Ça dépend, hein. Si je prends l'exemple de découverte, eh bien j'aurai gestion du portefeuille
ou bien gestion des architectures, de la cartographie, etc. D'accord. Support, eh bien, je retrouverai sans doute et sûrement la pratique de gestion des incidents et gestion des problèmes, etc. Donc, une clarification, une mise en perspective, si vous voulez, des activités de toute DSI, hein, à travers un modèle de chaîne de valeur soutenu par des pratiques de gestion. Excusez-moi. Suivant, si tu veux. Yes, et je vais juste rajouter un petit quelque chose, hein. Pour ceux qui connaissent un peu justement, ITIL 4, alors moi je suis plutôt de la version, ITIL 4, je suis un jeune, hein, mais ITIL 5 j'ai pu potasser un petit peu. Ce dont on est en train de parler globalement, de dire par exemple dans la phase de discovery, donc la phase découverte qui est tout à gauche, on a donc la gestion du portefeuille, la gestion de l'architecture, et cetera, comme le disait Najib. Cette partie-ci, j'imagine que vous représentez globalement la chose, c'est les espèces d'énormes tableaux qu'il y avait un peu dans les versions précédentes qui expliquaient, qui donc en face de chacune des cases et des colonnes, hein, il y avait une information sur comment est-ce que la gestion du portefeuille rentrait en place dans la partie découverte. C'est toute la phase un peu embêtante, on va dire, à scoltiner quand on passe les certifications. Donc là, globalement, toute cette partie-ci a été restructurée dans ITIL 5, hein, avec donc du coup au vu de la nouvelle chaîne de valeur. Et du coup, la chaîne de valeur que vous voyez ici à l'écran, en fait, hein, ils ont créé, donc on a ITIL Fondation, comme toujours la brique classique. La chaîne de valeur est à peine adressée, ou un tout petit peu adressée dans le cadre de ITIL Fondation. Après, c'est quand on monte justement sur les versions du dessus, donc on va avoir un ITIL Product, un ITIL Service, qui se retrouve sur les niveaux du dessus. Et donc en fait, il y a une chaîne de valeur qui est orientée produit, une chaîne de valeur qui est orientée service, et là, on vous a pris celle qui fait la jointure entre les deux. Donc, il y en a 3 en fait des chaînes de valeur qui ont été représentées dans ITIL 5 et qu'on retrouve, on va dire, qui permettent de raconter l'histoire tout au long du référentiel. Et donc, une chaîne de valeur product, une chaîne de valeur service, la jointure entre les deux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la jointure entre les deux est franchement très très sympa. Elle pose vraiment le cadre, hein, et vous verrez qu'il y a, pareil, hein, pour ceux qui vont aller chercher la certification, il y aura une représentation, ce qu'ils appellent la big picture, hein, avec les 5 couches, on va dire, hein, de réflexion qu'il y a autour de la nouvelle chaîne de valeur. Et franchement, ils ont bien bossé. On en parlait ce matin avec Najib, on était en train de repasser les slides, et franchement, je trouve ils ont bien travaillé. C'est super pertinent. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de DSI qui orientent leur modèle opérationnel, qui arrêtent de se dire il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et puis ensuite on a l'infra, la prod, et puis on a le support, et puis tout le monde travaille en silo, tout le monde se fracasse la tête toute la journée, et puis et s'engueule. On sait bien qu'il y a de plus en plus de DSI qui ont un peu cassé justement ce modèle-là, avec justement des équipes plus orientées produits, donc qui sont directement client-oriented, qui travaillent donc pour un domaine spécifique, hein, et qui managent justement l'ensemble de plateformes de services, plateformes de produits qui sont prodiguées à ces partenaires-là. Puis derrière, après, on fonctionne par prêt de ressources, généralement avec l'infra qui vient travailler quand il y en a besoin. Pareil pour l'architecture, pareil pour le support qui vient travailler sur le projet au gré de son cycle de vie. Et voilà, donc cette nouvelle chaîne de valeur, très intéressante parce qu'elle répond vraiment aux exigences d'aujourd'hui. Et nous, par exemple, dans tous les schémas directeurs qu'on produit aujourd'hui, tous les schémas directeurs et tous les travaux qu'on peut faire, l'orientation produit, elle est omniprésente aujourd'hui parce que ça rentre aussi dans tout plein d'enjeux autour de la data. C'est-à-dire que on parle généralement de modèles fédérés et de modèles centralisés. C'est exactement les mêmes réflexions de modèles opérationnels quand on parle de la donnée avec les data owners, les data stewards. Est-ce qu'il faut créer une core team data au niveau de la DG? Donc la réponse, elle est oui, hein, évidemment. Aujourd'hui, les professionnels de la gouvernance de la donnée parlent vraiment justement de cette équipe core data qui est au niveau de la DG et qui derrière vient orchestrer les data stewards, les data owners. C'est exactement les mêmes modèles qu'on est en train de proposer, à la fois pour l'IT, à la fois pour la donnée, pour la data. Donc on est vraiment dans toujours ces modèles-ci qui sont extrêmement pertinents et qui sont aujourd'hui ceux qui répondent le mieux, on va dire, aux environnements complexes dans lesquels on évolue.
Et c'est à moi d'enchaîner donc sur la partie gouvernance, AI governance. On s'est dit que c'était quand même important de rappeler des petites choses sur cette partie-ci. Donc pour parler, hop, je récupère mes petites notes parce qu'il y avait pas mal d'éléments que je voulais vous partager là-dessus. Donc évidemment, beaucoup de personnes parlent gouvernance de la donnée, je viens de le faire à l'instant parce que c'est des sujets, nous qu'on apprécie et qu'on porte régulièrement. Et l'IA governance, ça n'a pas pour rôle de brider la technologie, hein. C'est vraiment amener justement la prise de décision, ce qu'on peut faire avec l'IA, ce qu'on ne doit pas faire avec l'IA, où est-ce que ça doit accélérer l'activité, où est-ce que ça fout le bazar ou ça décélère. Et donc, tout l'enjeu, elle est finalement autour c'est toujours la même réflexion autour du stewardship, hein, finalement, qu'on peut avoir de la donnée. Est-ce que la donnée est propre à l'usage? Est-ce que on a toujours tous en tête, hein, l'adage de la data qui dit garbage in, garbage out. Donc demain, je vais pulser mon activité, je vais prendre des décisions extrêmement rapides, hein, avec la data. Est-ce que les données sur lesquelles je suis en train de travailler sont OK? Est-ce que je ne vais pas partir complètement à droite alors que j'aurais dû aller à gauche ou au milieu? Donc, c'est vraiment cette réflexion-là autour de l'IA governance, hein. Donc, il y a tout. Donc voilà, déjà le premier élément, c'est la prise de décision. Est-ce que je prends la bonne décision sur la bonne data? Et si cette donnée-là, quels sont les jeux avec lesquels je travaille et quelles sont les informations du web que je peux aller, dans lesquelles je peux aller taper et je peux aller m'organiser. Ensuite, on va avoir, quand on est un petit peu à l'intérieur, on va dire un petit peu plus profondément sur l'usage de l'IA, globalement, ça va être, hein, quel bot je dois utiliser. Est-ce que je dois aller travailler avec de l'Anthropic? Est-ce que je dois aller travailler avec de l'OpenAI? Est-ce que je dois aller bosser avec du Copilot? Donc, quels sont véritablement les bots, hein, qui sont utilisables pour telle ou telle réflexion? Donc voilà, donc on est encore une fois sur cette réflexion de comment est-ce que je gère l'ensemble de mes produits, parce que demain, on parle de différents bots comme étant différents produits, et comment est-ce que je m'en sers véritablement? À quel moment est-ce que je dois aller taper sur du Anthropic? À quel moment je dois aller taper sur du OpenAI en fonction de mes besoins, de mes usages, etc. Ensuite, évidemment, il y a toute une réflexion de est-ce que je dois utiliser l'IA ou non dans mon processus de gestion? C'est-à-dire que si demain je gère des risques psychosociaux, est-ce que je vais vraiment laisser ça à une IA ou c'est moi qui vais le gérer? De l'autre côté, si je dois prendre une décision très rapide sur comment est-ce que je positionne mon service sur le marché, dans mon industrie, bah là, peut-être qu'on peut faire appel à de l'IA si on a les bonnes informations et si on a structuré on a défini les règles au préalable. Ensuite, évidemment, il y a tout un sujet, tout un pan autour de la conformité. Est-ce que mes données sont propres à la consommation? Est-ce qu'elles sont RGPD compliant? Un petit mot aussi sur l'AI Act, hein. Il a été écrit, si je ne dis pas de bêtises, il y a 1 an et quelques désormais. Vous avez la ISO 42001 qui devrait sortir normalement cet été. Donc toutes les organisations qui sont dans de la gestion du risque de manière assez élevée. Les banques, les assurances, etc. sont déjà sur le pont. On est déjà en train de travailler là-dessus avec une startup qui se pose des grosses questions autour de ISO 42001. Et la 42001 vient impacter évidemment l'IA Act. Et l'IA Act, donc, qui va du coup évoluer de la même manière dans les prochaines. Bon, je pense que c'est d'ici la fin de l'année qu'il y aura une réécriture. Donc voilà. J'ai parlé de gestion de la donnée, gestion de la prise de décision, pardon, de comment est-ce que je gère un tel ou tel bot en fonction de ce que je suis en train de réaliser dans mes travaux, et évidemment de compliance, parce qu'on sait qu'au vu de la capacité et de l'ensemble des jeux de données dans lesquels on va aller taper, il y a un gros sujet autour de cela. Évidemment, dans tout ça, je n'ai pas du tout parlé de souveraineté. C'est encore un autre débat et je ne vais pas ouvrir cette porte aujourd'hui parce que sinon, on irait extrêmement loin. Donc voilà, donc dans le cadre de ITIL, tout le travail autour de l'AI governance, hein, c'est justement d'apporter des réflexions autour de ça. Donc en ce moment, il y a énormément de professionnels de la gouvernance de la donnée qui sont à fond sur cette partie IA, parce que ça vient impacter et ça vient, on va dire,
emplafonner les réflexions que peuvent avoir aujourd'hui les COMEX. Je sais pas pour vous, mais moi ce que je peux voir aujourd'hui du milieu, c'est qu'il y a énormément de dirigeants qui se sont emparés de l'IA. Ça a boosté les budgets de l'IT pour notre plus grand bien et aussi pour notre plus grand mal, parce qu'évidemment, il y a du shadow qui peut se faire à côté. Mais bon, généralement, il y a quand même une confiance qui est donnée aujourd'hui au DSI. Et donc justement, cette conformité, elle rentre, cette gouvernance, elle rentre en ligne de compte quand on est en train de travailler sur ces thématiques-ci. Donc d'un côté, vous avez le modèle des 6C. Je pense que vous l'avez là à l'écran depuis tout à l'heure, depuis que je parle, donc vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que comment dire, le bouquin AI Governance n'est pas encore sorti. Donc il y a des petites bribes, il y a un white paper qui est sorti sur le site d'ITIL qui est déjà assez intéressant, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises sur tout ce qu'ils mettent derrière chacun des composants. Et derrière, vous avez l'évaluation de la gouvernance de l'IA avec l'approche de mise en œuvre qui va bien. Donc voilà un peu pour parler de la partie AI Governance. On était un petit peu obligé d'en parler aujourd'hui. Et de la même manière, je vais parler à l'oral de la partie Enterprise Service Management. Alors, faut pas que je dise trop de choses parce que j'ai vu dans l'auditoire qu'il y avait des personnes qui étaient qui étaient éditeurs de logiciels ITSM, et ceux qui se reconnaissent, je leur passe le bonjour parce que je les apprécie. Mais l'Enterprise Service Management, évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui. Ça émerge de la DSI et aujourd'hui, ça percole au niveau de l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des catalogues de services. On a développé comme la culture de la demande de services, la culture de la gestion d'incidents, la culture de la gestion du problème. Et évidemment, les RH ont le même problème, les achats ont le même problème, la finance a le même problème, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les process qu'on a rodés aujourd'hui et qu'on les fasse passer à l'échelle, de la même manière que le lean management est venu de l'industrie, a impacté l'ensemble des métiers. Est-ce que ce ne serait pas à notre tour, à nous, d'impacter justement avec nos process le reste de l'organisation? Donc évidemment, toute la partie Enterprise Service Management est largement embarquée à l'intérieur de Util 5. C'est super intéressant et c'est le moment pour une fois qu'on a des process qui viennent de chez nous et qui s'étendent. Je trouve que ça extrêmement valorisant. Donc voilà. Un petit mot sur la partie Enterprise Service Management. Évidemment, les éditeurs de logiciels, eux, ça les intéresse bien puisqu'ils passent à l'échelle en faisant ça, de la même manière qu'on pourrait proposer un outil de gestion de projet à la DSI et derrière passer à l'échelle et équiper tout le reste de l'organisation. C'est la même chose avec l'Enterprise Service Management et ça a du sens. Donc voilà, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut, c'est un levier qui doit être actionné. Et donc sur le cursus de certification, donc ITIL version 5, comme on l'évoquait, donc vous voyez encore une fois ce que je disais d'entrée de jeu, on voit bien ITIL Fondation qui est tout en bas, qui est une fine couche de l'écosystème. N'oubliez pas que c'est 5, maximum 10% du boulot, et encore, non, on va dire 5%, restons à 5% parce que véritablement, mais c'est comme la version 4, dans la version 4, c'était histoire de donner le tampon à tout le monde. Allez chercher les niveaux du dessus, parce que c'est les niveaux du dessus où il y a véritablement de la valeur. Vous retrouvez toute la partie managing professional et strategic leader qui était déjà donc existant sur la version 4. Donc managing professional, vous voyez juste en dessous d'ITIL Master, vous avez toute une bande là. Il y a practice management, practice manager, managing professional, strategic leader. Donc ces pans-là restent toujours présents. Donc tous ceux qui doivent passer de ITIL 4 et qui veulent se renouveler sur ITIL 5, j'en fais partie. Moi, par exemple, j'avais fait ITIL stratégique. J'ai raté ITIL leader il y a quelques années. Il fallait que je la repasse. Je vais repasser justement ITIL leader et je vais pouvoir faire le biseau pour passer derrière. Donc, ITIL stratégie et donc être strategic leader. Donc ça fait partie un peu. C'était l'exemple que je vous citais au démarrage. Et donc, les nouveaux éléments qui sont arrivés, c'est product, service, expérience. Donc là, je suis dans les certifications.
qui nous permettent aujourd'hui donc d'aller choper Managing Professional. Évidemment, il y a toute une couche de ITIL transformation. Donc ITIL transformation, je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière, mais j'imagine que c'est anciennement Drive Stakeholder Value qui a été un peu transformé, qui parlait déjà un peu de marketing DSI, etc. Et j'ai vu apparaître là justement dans les bouquins, il commence à y avoir des représentations qui sont sympas autour de la conduite du changement, qui font justement alimenter ITIL transformation. On ne le voulait pas mis dans les slides ici parce qu'on ne trouvait pas ça intéressant au vu de ce qu'on abordait aujourd'hui, mais il y a des premiers schémas qui commencent à sortir qui sont assez intéressants. Et puis monitor, support and fulfill, plan implement control, collaborate, assure et improve. Il me semble que c'est un peu une transformation par rapport au niveau 4. Tu me dis si je dis des bêtises sur cette Alors, partie. ça n'a pas changé. Donc, D'accord. toute la partie Practice Manager, eh bien, tous les modules, on a enlevé les modules spécifiques. On avait un module par pratique, gestion d'incidents, il y avait une certification, une journée. Bon, on a enlevé toutes ces certifications par pratique. On a plutôt gardé les bundles que vous avez ici. Les bundles, par exemple, celui de monitoring, support and fulfill, eh bien, on retrouve des pratiques opérationnelles, gestion d'incidents, surveillance et gestion d'événements, gestion de problèmes, etc. Donc, c'est un bundle qui couvre toute la partie gestion des opérations. Même chose pour les autres bundles, ils couvrent aussi bien les projets et l'amélioration continue. Par contre, la nouveauté, vous avez, comme l'a évoqué Quentin, c'est au niveau du cursus vers Managing Professional et le cursus vers Strategic Leader. Les Strategic Leaders, ceux qui sont déjà Strategic Leaders sur 4, ils n'auront qu'à passer ITIL Transformation, qui est un module, une synthèse des 4 modules que vous avez en bas. Stratégie, expérience, service et product. En fait, on met en perspective ces 4 modules, qui est un peu la synthèse des modules de la version 4, dilués, si vous voulez, plutôt réorientés vers le produit, le service, l'expérience. On retrouve un peu aussi de la conduite de changement dessus. Et la partie stratégique qui n'a pas tellement tant que ça évolué. Donc, ceux qui souhaitent directement passer vers la 5 en Strategic Leader, ils auront qu'à passer la transformation. Le ITIL Strategy 5, 4 est valable pour 5. Donc, on estime si on l'a déjà, c'est pas la peine de repasser. Même chose pour ITIL Foundation. Si vous avez 4, la 4 est valable encore 3 ans. Et donc, vous avez jusqu'à 3 ans pour passer directement un des modules au-dessus. Donc, pas la peine de vous contenter de la certification Foundation 5. Alors, si vous voulez la passer juste pour l'avoir et juste arrêter là, eh bien, vous aurez un bridge 4 vers 5. Un bridge, c'est un examen de 30 minutes au lieu d'1 heure qui couvre, qui a comme prérequis la certification 4 d'abord. Et donc, vous aurez juste un bridge à passer. Mais si j'avais un conseil, PeopleCert a mis l'emphase sur le fait que ce qui est intéressant vraiment, on commence vraiment à s'intéresser à l'ITSM quand on touche aux modules avancés, donc les modules que vous avez au-dessus. Et donc, pour ceux qui ont l'ITIL Managing Professional 4 et qui souhaitent passer en 5, à ce moment-là, alors c'est l'exception, c'est la seule exception, il y a un module de transition qui est préparé, qui va sortir en avril-mai, et qui va inclure 2 examens. Un examen formation de 5 jours avec 2 examens à passer pour pouvoir reprendre le ITIL Managing Professional en 5, la nouvelle version. Voilà, donc sinon, tout cela donc, est nouveau. Donc vous avez ITIL IA Governance qui va être indépendant, un cursus à part entière. Il n'y a pas de prérequis pour passer la IA Governance. Et voilà, donc je pense avoir tout dit. Quentin, si tu as d'autres points.
Donc c'est comme le code, hein, c'est-à-dire que vous passez le premier, le code de conduite, hein, vous passez l'examen et ensuite vous renouvelez de 3 ans à chaque fois que vous en passez un Ah oui. nouveau. Ça vous relance, on va dire, la machine. Donc ça, je ne savais pas, je l'ai appris justement il y a peu de temps avec Najib et donc vous voyez bien donc AI Governance qui est vraiment sur le côté, qui est un peu à part. Une Hem, chose aussi toute nouvelle, en fait, l'objectif de PeopleCert avec la version 5, c'est justement de relever le niveau, hein, de compétences. Alors, il faut savoir qu'à partir, au-dessus de ETIL 5, tous les autres modules avancés seront des modules à livre ouvert. Et cela veut dire qu'on ne challenge plus les candidats sur leur aptitude à retenir ou à mémoriser les termes ou les pratiques. On va vous challenger sur la taxonomie Bloom au lieu de le challenger sur 2, 3. On va carrément aller vers la 4. Donc la 4, ça va être la mise en pratique la mise en pratique de ETIL sur un scénario qui a été déjà préparé et qui est déjà connu. Hein, et donc, il y aura un scénario sur lequel tout le monde, c'est toujours le même, hein, à partir de Foundation. Il est introduit dans Foundation. Vous ne l'aurez pas dans Foundation. Vous aurez le classique 60 questions. Mais à partir d'un des modules au-dessus, eh bien, ça deviendra un examen à livre ouvert. Et l'objectif, c'est justement de challenger les candidats sur les aptitudes à mettre en pratique les concepts et les principes de ETIL. À différents niveaux, bien sûr. Pour la partie produit, ça sera appliquer le cycle de vie de la gestion de produits, et puis service, expérience. Et le summum va être la transformation, et c'est un peu c'est un peu tout à la fois. Hein. C'est un véritable projet de transformation sur la base du scénario qui est déjà disponible. Donc, ce sera toujours le même scénario, les questions changeront. Voilà, la nouveauté. OK, donc ça, c'était pour, globalement clôturer un petit peu sur la partie, certification. Je vous ai poussé là en commentaire, un article qu'on a pondu qui résume un petit peu, ce qu'on s'est dit, depuis tout à l'heure sur, on va dire les aspects de, product and, service life cycle, qu'on a pu évoquer à l'oral avec Najib. Donc, voilà, l'article est tout jeune parce qu'il date de ce matin. Il est avec le webinaire, il fallait que je me dépêche de le sortir. Donc ça y est, le voici. Et écoutez, ça reprend globalement tout ce qu'on s'est dit. Je vais un chouïa plus loin aussi sur d'autres réflexions, sur d'autres éléments. Najib a parlé de design thinking. Et donc du coup, voilà, c'est des réflexions qui sont, on va dire, régulières dans les programmes qu'on peut porter quand on est un professionnel de l'IT. Et donc voilà, donc je mets en corrélation aussi un peu cette partie-ci qui me semblait important et qui est évidemment prépondérante, on va dire, dans la dernière version d'ITIL. Hop, je reparcours, excusez-moi. Tac. On s'était mis des choses sur la partie Oui, bridge. Netflix, tu veux l'évoquer rapidement? oui, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, comment passer de ETIL 4 à 5. Eh bien, vous avez le bridge pour la Foundation. Moi, je vous encouragerais vraiment à aller directement vers les modules avancés si vous avez déjà ETIL 4. Donc, vous avez les prérequis, hein, n'importe quelle certification pour passer la Foundation en 5, n'importe quelle certification ETIL 4 fera l'affaire. Pour la partie transition, elle sera disponible à partir du 9 avril. Hein, alors, le bridge sera disponible à partir du 26 février, donc ce mois, c'est déjà disponible. On est déjà en mars, excusez-moi. Et puis, le 9 avril, ça sera la transition avec, comme je l'ai évoqué, 5 jours de formation, 1 à 2 examens, puisque c'était encore, on parle de jusqu'à 2 examens maximum à livre ouvert, et les prérequis, vous les avez en dessous. ETIL 4 Managing Professional, ou ETIL V3 Expert, ou ETIL V3 Master, et l'autre Master pour la 4. Voilà.
Je pense qu'on a Et fait le tour. Je pense que c'est le moment des questions. ouais, et puis un autre élément que je voulais dire, nous, on a donc on a une cohorte, donc une cohorte, c'est globalement une classe ITIL 5 Foundation qui est prévue du 11 au 13 mai. Donc voilà, si c'est quelque chose qui intéresse les personnes qui se trouvent dans l'auditoire, n'hésitez pas, vous retrouverez ça sur notre site web Keops Academy. Je vais laisser un des noms, je sais pas, j'arrive pas à écrire. J'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un de l'équipe de mettre le commentaire à ma place. Je laisse un membre de mon équipe balancer le site web de Keops, et vous retrouverez donc du coup la formation du 11 au 13 mai sur la partie ITIL 5 Fondation. Et hop, en effet, derrière, on avait prévu donc toute une partie de questions-réponses. Et j'ai regardé un petit peu. Alors, on a quelqu'un qui nous a parlé Enterprise Service Management, je vérifie. Alors c'est LinkedIn User, donc je ne sais pas qui, mais qui disait dans quelle mesure ITIL V5 s'oriente aussi vers Enterprise Service Management en plus de l'ITSM. Je ne sais pas, Najib, si tu as l'information, parce que pour Bien l'instant, il n'y a sûr. pas grand-chose encore sur cette partie-ci. Alors, il y a de quoi faire en ITIL 4. L'ESM n'est pas apparu avec la version 5. Donc la 5, elle continue, elle reprend la 3, la 4 et la 5. ITIL, dans le fond, n'a pas vraiment changé. L'ESM, c'est la partie workflow, valeur ajoutée autour des services orientés métier. C'est par exemple les RH, la direction RH qui souhaite eh bien, exposer ses services sur une plateforme. Maintenant, tous les éditeurs ont compris que c'est une valeur ajoutée très simple à mettre en place. Il s'agit de la gestion de la demande, mais orientée vers des workflows, des processus, des workflows qui se basent sur les processus standards des métiers. Donc, on parle de RH, on parle d'approvisionnement, on parle de gestion financière, FinOps, etc. Mais ce n'est pas particulier à la version 5. Donc la 3 déjà introduit la demand management. Donc on la retrouve un peu plus documentée dans la 4 et aussi la 5, implicitement, du point de vue gestion de la demande. Il faut juste voir gestion de la demande des services standards. On ne parle pas de gestion de demande de changement. À faire attention. À ne pas confondre. J'ai une question ici de Lies Oussadi qui nous demande, alors, est-ce qu'il est possible de donner un exemple de l'impact de la transition 5, s'il y en a, sur l'un des processus IT classiques, par exemple gestion des changements? Alors, ça dépend. Gestion des configurations. Bien, la 5 renforce ce qui existait déjà en 3. Donc, si vous avez déjà été certifié 3, donc vous connaissez ces pratiques, la 4 aussi. Donc, il y a juste quelques subtilités. Aujourd'hui, on ne parle pas de gestion de changement, on parle de habilitation des changements, pour ne pas juste confondre change management avec la conduite de changement. Donc, et puis je trouve que le nom va très bien avec la compréhension, ce qu'il faut comprendre sur le process. Eh bien non, il n'y a pas d'impact, bien au contraire, c'est un soutien supplémentaire et un renforcement du sens de ces pratiques. Sinon, y a-t-il d'autres processus qui ont été introduits? Non, il n'y a pas eu de changement au niveau des pratiques. Alors aujourd'hui, vous les appelez processus. Oui. Il y a juste un potentiel recatégorisation. Dans la 4, on les avait catégorisés sur 3 catégories, les pratiques de gestion générale, les pratiques de gestion de service et les pratiques de gestion technologique. Aujourd'hui, on a simplifié, on a juste 2 catégories, gestion générale et gestion de service, c'est tout. Pas de changement structurel à ce niveau-là. C'est plutôt un apport de compréhension supplémentaire et pertinent, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Quentin? Oui, il y a Guy Claude qui pose la question, donc qui dit j'ai la certification V3, est-il judicieux en ce moment de passer la 4 ou aller directement sur la 5? Clairement, il faut aller sur la 5. Ça ne sert à rien de passer la 4 aujourd'hui. La 5 ouvrira en fait tout le reste de la, on va dire, de l'échantillon de formation qui est en train d'être mis à jour.
Donc voilà, en effet, faut Ouais. passer sur la 5. Nous, on propose plus la 4, nous, déjà dans nos formations, parce que, on peut pas se permettre de la proposer quand la mise à jour est déjà là. Mmh. Pour ceux qui la demande, on peut la faire, mais il y a pas de souci, hein. Il y a certains qui continuent leur cursus en 4, hein, au lieu de passer en 5, en cursus avancé. Certains sont en train de préparer le master 5 pour ensuite passer juste la transition, par exemple. C'est encore disponible, la 4 est Le master disponible, on 4, ne la tu veux propose dire? pas, effectivement. Pardon? Tu veux Master dire, ils sont 4, en oui. train de passer la master 4, en effet, enfin, c'est comme, du coup, Mais moi, oui, je prévois de faire bah justement oui. finaliser le niveau intermédiaire, ou le niveau final, sur la 4, pour être capable de faire la transition, de manière plus simple par la suite. Alors, je souligne une chose, autant, il y a bien un format un changement de versionning, mais franchement, quand vous passez une formation, ce que vous allez apprendre n'a rien à voir avec la version, hein. C'est toujours le cœur de ITIL est toujours le même. Aujourd'hui, la version, elle améliore sa compréhension. Donc voilà, je trouve que la foundation, personnellement, elle a été allégée en détail, et je trouve que c'est bien, parce qu'elle elle est précise, elle couvre tout, mais avec un niveau de détail léger. C'est une introduction. On ne peut pas s'y contenter, hein. Je la trouve pas complète, dans le sens où, eh bien, si on n'a pas en face de nous un formateur qui sait, enfin, l'idée, c'est pas, l'enjeu n'est pas passer la certifiée de l'avoir, c'est un enjeu quand même secondaire, mais le plus important, c'est de comprendre la profondeur du modèle, et c'est ça qui compte, hein. Une fois que vous avez une bonne base foundation, quelle que soit la base en tout cas, mais si vous avez une bonne base, vous allez être véritablement plus à l'aise avec les versions avancées, les certifications avancées. Voilà. Mmh. On a une dernière question sur, est-ce que ITIL 5 est disponible? Est-il possible de passer ITIL 5 service, avec la certification ITIL 4? Absolument. Alors ouais, alors, Non, non, si, ITIL si, 5 c'est bon. service, c'est le niveau du dessus, mais du coup, il faut, Foundation pour passer à, Si vous avez ITIL Foundation 4, vous passez n'importe quel ITIL service, product, OK. expérience, vous avez le choix, stratégie. Vous avez déjà accès à ces modules, et que je trouve vraiment intéressant d'aller se challenger sur ces modules-là si vous avez déjà la Foundation. Alors, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont Foundation 3, ils ne sont pas éligibles pour passer directement à... Voilà. Il y a certains concepts que la version 4 a apporté, et qui se trouvent être dans la continuité de la 5. Donc voilà. À l'exception de experts, hein. ITIL 3 experts, c'est autre chose. Ils peuvent passer directement par la transition que j'ai évoquée, qui sera disponible le 9 avril. Mmh. Ensuite, on a D'autres questions? A Nyang, qui demande si le premier niveau est disponible. Oui, le premier niveau est disponible. On le fait, d'autres organismes de Oui. formation le fait. Aujourd'hui, ça y est, c'est live, et donc c'est en cours. Et on a Idriss qui dit: «La chaîne de valeur est modifiée, on passe de 6 à 8 activités». En effet, l'activité découverte englobe-t-elle plan, N, Mmh. impliqué? Plan et impliqué. Alors, l'activité découverte englobe-t-elle plan? Ah, OK, je comprends, parce qu'en fait, vous comparez la version 4 et la chaîne Ouais, de ça valeur compare 4 les et 2. Mmh. ouais. Alors, plan, bon, alors je dirais pas vraiment découverte, Ouais, je vous dirais faites non de la non plus. découverte, vous cherchez, oui, ça fait partie du plan, mais c'est un plan high level, hein. C'est vraiment l'idéation, hein, c'est la phase d'idéation, découverte. Alors, combiné à la conception, découverte et conception, comme toutes les entreprises ont fait dès qu'on a annoncé l'IA est une priorité pour la France, toutes les entreprises ont reçu des financements pour faire des POC. Alors, c'est pas que les Français qui ont fait ça, mais toutes les entreprises dans le monde ont fait des centaines de POC IA. Et ça, là, on est tout dans découverte. C'est un exemple parfait pour découverte et conception. La conception, de chercher, hein, comment exploiter l'IA. Ça fait partie d'une phase de conception qui inclut
toute la conception, enfin, plutôt la phase plane qui va de l'idéation jusqu'à la livraison de l'idée, mais c'est pas vraiment encore le plan comme on l'entend dans la version 4. C'est bien une vision, on est en train de créer la vision, justement, du changement de l'initiative. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Il est 14h, voilà. Il est 14. Je Nickel. pense Bah, le écoutez, merci dernier beaucoup. slide avec les contacts, oui. Oui, bon, je peux le remettre, mais en effet, c'était la partie questions-réponses, on l'avait déjà vu. OK, très bien. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une très bonne après-midi et puis, écoutez, vous Merci. aurez, peut-être de nos nouvelles sur de prochains webinaires, et puis, vous aurez toujours des communications de notre part, quoi qu'il arrive. Je ne m'arrête pas du jour au lendemain sur mon activité à LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous, une très bonne Excellent après-midi. semaine. Au revoir. Au revoir.